fasciste à ce moment-là, parce qu'il n'y a aucune... En fait, restreindre des droits sans égalité, c'est ça que je veux te dire surtout. C'est-à-dire que quand tu restreins des droits à une partie de la population, mais pas dans son entièreté, par exemple. Quand tu vas, je sais pas... C'est le cas partout. Je te donne un exemple. Dans le monde entier, les étrangers d'un pays n'ont pas les mêmes droits que les nationaux. Oui, non, moi je te parle dans la société, en général. Oui, dans la société en général. Quand tu fais des distinctions, que ce soit par rapport à ton origine, à ta couleur de peau, à ta religion, à ta préférence sexuelle, à tes croyances et à tes avis, tes opinions politiques. C'est-à-dire que en France, demain, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui au niveau justement de la liberté d'expression, si on considère que un propos qui peut être vrai, genre tu vas dire quelque chose de vrai, mais c'est considéré comme raciste. Tu dis quelque chose, tu vas ramener par exemple des statistiques ethniques d'un autre pays, tu vois. On va te dire, bah non, t'as pas le droit de dire, c'est raciste de dire ça, c'est fasciste, on t'interdit de le dire et tu seras puni si tu dis ce genre de choses-là. Bah moi je suis pas d'accord. Moi je pense que toutes les idées ont le droit d'être dites et surtout d'être dénoncées et d'être défoncées si elles doivent être défoncées, mais certainement pas punies. Non mais après ça c'est de blesser les gens. Bon. En fait, il y a une limite, c'est-à-dire que la justice doit peut-être aussi à un moment donné déjà trancher, puis après c'est le cadre dans lequel doit s'exprimer cette justice. Il faut aussi redonner le pouvoir au peuple, c'est-à-dire que on peut très bien par le référendum demander à la société, à la population de s'exprimer clairement sur dans quel cadre on estime que une personne, un parti ou n'importe quoi peut s'exprimer, quelles sont les limites à cela, et ensuite la justice tranche en fonction du cadre qui a été posé initialement. Mais si on dit que n'importe quelle idéologie peut avoir le droit de s'exprimer. C'est-à-dire que même les idéologies qui sont complètement opposées au principe même de la démocratie, ça, certains sociologues ou historiens appellent ce type de démocratie des démocraties suicidaires. Ce sont des démocraties qui fixent en leur sein des mécanismes, des principes qui permettent l'émergence justement de forces, qu'elles soient politiques ou idéologiques, qui menacent l'existence même de la démocratie. Et quand on en est là, et là, quand on fait, à mon avis, quand on met en place ce type de principe, on est on fait un pari qui me semble extrêmement dangereux, qui consiste à croire, et peut-être qu'on le fait avec bonne foi, hein, peut-être qu'on le fait vraiment avec une sincérité et qu'on pense que ça marchera, mais je pense que c'est trop dangereux. Ça marche pas tout seul, William. C'est-à-dire que là, moi, où je te suis effectivement dans un sens, c'est que est-ce que finalement, mais encore une fois là, je vais parler d'une façon paternaliste. Est-ce que finalement la société est suffisamment éduquée pour faire la part des choses et donc est-ce qu'il faudrait pas plutôt interdire pour la protéger? Ça peut se tenir, mais moi j'irais plus loin dans ce cas-là. Pourquoi dès le début on n'instaure pas des cours, par exemple, d'esprit critique, où on fait pas en sorte que justement la société se fonde sur une éducation et la connaissance, que ce soit scientifique ou culturelle, peu importe, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ou très peu, en tout cas, pour déjà au moins ne serait-ce que s'assurer que les citoyens, au fil des générations, aient les outils nécessaires pour pouvoir traiter une information quand ils la reçoivent. Ne serait-ce que, tiens... Attends. Oui. Ouais, attends, donc ça veut dire que toi, tu serais pour, par exemple, apporter des cours de critique religieuse à l'école? Non, d'esprit critique. C'est-à-dire que, non, pas forcément parler de religion, mais ramener, par exemple, les outils de zététique, parler de la méthode bayésienne, parler de l'effet Barnum, parler de toutes ces choses-là que tu peux retrouver, par exemple, sur la chaîne de Hygiène Mentale ou d'autres, La Tronche en Biais et compagnie. Ça, mais d'accord, mais directement rapporter des cours de critique religieuse où par exemple on pourrait prendre les 3 livres, enfin par exemple les 3 religions monothéistes et prendre par exemple en exemple les versets problématiques et dire voilà, faites attention par rapport à ces versets-là parce que ça peut amener à des extrêmes et on l'a vu par le passé, ce que ça pouvait amener par exemple sur le territoire français avec des actes terreaux, avec les croisades ou avec peut-être des guerres, etc. Est-ce que ça serait pas aussi pertinent aussi d'en parler, peut-être, je sais pas, faire quelques cours dessus, mais sans forcément rentrer très très loin dans la théologie, mais juste préciser que voilà, faites attention par rapport à ça et peut-être les faire réfléchir à ce qui est marqué dans les textes aussi, pour éviter qu'un jour ils puissent peut-être tomber dedans. Alors, en toute honnêteté, je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire tout de suite. Par contre, une fois qu'il y aura justement tous ces outils et pareil, hein, je parle de génération, c'est-à-dire dans 20, 30 ans, quand ce sera quelque chose de ancré dans la société, l'esprit critique, le format de la rationalité, etc. Oui, peut-être que ce sera une très bonne idée. Mais là, tout de suite,
je suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses au vu de la situation actuelle en termes de, je dirais, cohésion sociale entre les gens. Par contre, diffuser publiquement des critiques, oui, il faut le faire. Mais à l'école, directement, je ne sais pas si c'est le meilleur des moves. Moi, je suis pas contre, hein, mais je suis pas sûre que ce soit, d'un point de vue politique, le plus judicieux à faire pour l'instant. Mais moi, je suis pas contre, hein. Comme je t'ai dit, hein. À partir du moment où tu instaures de l'esprit critique, que ça passe par la religion ou par autre chose, pourquoi pas. Mais... Et par exemple, imaginons que demain on fait un référendum. Donc je sais pas, imaginons que moi t'as Le Pen qui passe ou t'as Zemmour qui passe au pouvoir. Et en fait, il propose un référendum aux Français pour interdire les signes religieux dans l'espace public. Donc, êtes-vous pour ou contre interdire les signes religieux ostentatoires dans l'espace public et que la majorité des Français votent pour l'interdiction? Est-ce que toi, tu considères que ça serait du coup une loi qui serait démocratique ou antidémocratique, sachant que c'est le peuple qui a voté? Ça, je sais pas trop. Non, je pense que c'est démocratique, parce que c'est pour tout le monde pareil, c'est tous les signes ostentatoires. Donc, non, je pense que ça reste. Non, parce qu'en fait, je pose la question parce que j'avais débattu face à Jack, donc c'était chez qui? C'était chez Dogmios où j'étais monté, il y avait Jack, et je lui avais dit voilà, que moi j'étais pour interdire les signes religieux parce que je trouvais que ça crée du communautarisme et que ça crée plutôt des fractures plus qu'autre chose, etc. Et après il m'a dit ouais, mais là ce que tu proposes, ça c'est anti-démocratique. Je lui ai dit bah écoute, si jamais on fait un référendum et que c'est le peuple qui vote, donc du coup là ça va dans le sens de la définition de démocratie, c'est démo, c'est kratos, donc c'est le pouvoir au peuple. Et ensuite après il m'a dit ouais non mais imaginons par exemple que tu fais un référendum et que dans le référendum tu demandes est-ce qu'il faut pragmatiser une minorité de la population française et que la majorité vote pour, est-ce que c'est démocratique ou antidémocratique, tu vois? Il a essayé de le contrer comme ça, tu vois. Mais je trouvais que c'était un peu fallacieux quand même son exemple. Oui, mais parce que c'est un exemple fallacieux, parce que ici la situation dans laquelle on plonge est une situation qui contredit des piliers de la démocratie. Donc en fait, bien sûr qu'il y a des situations où si un peuple demain dit majoritairement on veut le petit moustachu qui revienne pour exterminer les juifs de la planète, bien évidemment que c'est antidémocratique un truc pareil. D'accord. Parce que ici, tu auras des piliers de ce qu'est une démocratie qui sont complètement bafoués. Par contre, adhérer à une certaine conception de la laïcité, parce que en fait des fois on est aussi un petit peu pris dans le fait, on imagine que la laïcité telle qu'elle est imposée en France depuis le XXe siècle, avec c'est la conception d'Aristide Briand qui s'est imposée. On imagine que c'est la seule manière de concevoir la laïcité, ou même peut-être que c'est la seule manière dont on a conçu la laïcité. Ce qui n'est pas le cas. Dans les débats de la fin du XIXe siècle, début XXe, autour de la laïcité, il y avait au moins 5 ou 6 conceptions différentes de la laïcité. Tu avais celle de Maurice Allard, tu avais celle d'Émile Combes, tu avais celle de Buisson, Ferdinand. T'en avais plusieurs. Et celle qui a remporté, entre guillemets, la bataille, c'est ce qu'on appelle la laïcité inclusive d'Aristide Briand. Bon, elle a gagné dans un contexte qui n'était pas celui dans lequel on est nous aujourd'hui. Il y a 100 ans ou il y a 120 ans, c'était pas la même chose. La France n'était pas forcément la même sur le plan religieux, etc., qu'aujourd'hui. Mais on peut très bien être laïque, être républicain, parce que tous ceux qui n'avaient pas la même conception d'Aristide Briand étaient des républicains, c'était des démocrates, mais par contre, ils ne concevaient pas la laïcité comme lui. Il y en a qui étaient dans une laïcité gallicane, d'autres anti-religieuses, etc., etc. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que si tu as cette volonté-là est-ce que si tu es pour une laïcité qui, entre guillemets, aseptise un petit peu l'espace public, en gros, qui dit non aux signes ostensibles dans l'espace public, est-ce que ça, c'est antidémocratique? Est-ce que ça bafoue les piliers et les fondements de la démocratie? Et justement, attends. Et justement, lui m'avait dit que ça bafouait les libertés individuelles. Donc, oui, voilà. Ça, je suis d'accord. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est liberticide, mais est-ce que c'est antidémocratique? Je pense pas. Après, dans une démocratie, bien sûr, c'est liberticide, les gars. Quand tu enlèves une liberté à des gens de pouvoir faire quelque chose, c'est liberticide. Mais la loi est liberticide déjà de base. Exactement. Maintenant, cette loi est nécessaire en France. C'est là que la question se pose. C'est là, je pense, que la question de est-ce que c'est démocratique ou pas se pose. Est-ce que c'est une obligation, une urgence, et dans ce cas-là, effectivement, ça reste démocratique, ou est-ce que c'est juste pour
ou est-ce que c'est juste pour un confort visuel, ou j'en sais rien, je sais pas, toi, je donne des exemples bateaux. Et là, dans ce cas-là, bah, je sais pas. Je peux pas dire. En fait, mais c'est liberticide, ça, oui. Bien sûr, mais comme tu l'as dit, toutes les libertés sont contraintes. De toute manière, elles sont tout le temps limitées. Tu n'as pas une liberté totale et absolue, quelle qu'elle soit, que ce soit la liberté d'expression ou la liberté de culte ou la liberté de circulation, c'est toujours contraint, c'est toujours encadré. C'est ce qu'on appelle des libertés contraintes. Donc oui, une loi de base, elle vient fixer un cadre, donc elle te permet pas de tout faire. Et si on dit que ça c'est antidémocratique, alors aucune société n'est démocratique de ce fait. Mais moi, la question que je me pose, William, peut-être que je ne vais pas en répondre, c'est quelles réelles conséquences on attend, résultats on attend en interdisant les signes extérieurs, les signes religieux, pardon. Bah moi je peux répondre. Attends, je fais une petite parenthèse, je réponds et je laisse William répondre. Moi, à mon sens, là, le fait d'interdire les signes religieux dans l'espace public, l'intérêt, ça serait d'empêcher le communautarisme ou du moins de lutter contre. Ça veut pas dire forcément qu'on pourra lutter à 100% contre, mais ça peut déjà le favoriser. Enfin, ça peut déjà favoriser la lutte. Ça peut éviter justement d'avoir des femmes qui pourraient être soumises à porter le voile. Ça peut éviter justement aussi de propager une propagande justement pour le voile, parce que le fait de le porter, c'est aussi un étendard et ça peut et en fait en ce sens-là c'est une forme de propagande et de prosélytisme visuel d'ailleurs et donc en fait si on fait accepter à la société française que le voile est totalement normal pour une femme, bah je trouve que ça véhicule des valeurs qui vont à l'encontre des valeurs de la France justement pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. En fait, la question c'est pas de savoir si le port du voile c'est normal pour une femme, la question de savoir si est-ce que c'est normal de laisser la possibilité aux gens de s'habiller comme ils veulent. En fait. Non, attends. Ta question, c'était, ta question, c'était, qu'est-ce qu'on va en tirer du fait de cette loi-là? C'était ça ta question? Bah, ouais, mais le problème dans tout ce que justement, là, je viens de te répondre. Dans tout ce que tu as cité, ouais. Moi, je pense que la meilleure chose à faire pour lutter contre tout ce que tu as dit, c'est un mouvement social. C'est-à-dire que si on veut lutter contre le communautarisme, ça passe par essayer de faire en sorte que les milieux où ça se communautarise soient moins poussés à se communautariser. Et ça passe pas par un habit, ça passe par le social, ça pour le coup. En fait, je pense que ça passe par différents facteurs. Il faudrait accepter les autres aussi. Non, mais tu peux pas accepter. C'est quoi votre problème avec le voile? Il est profond. Vous voulez pas lâcher l'affaire sur ça. Mais parce que le voile, idéologiquement, il est imposé par une idéologie qui l'impose à la femme, spécifiquement. Attends, je termine ma phrase. Qui l'impose à la femme spécifiquement dès lors qu'elle est pubère, parce que cette idéologie-là considère que dès lors qu'elle est pubère, ça devient un objet de désir. Et il discrimine et stigmatise la femme précisément, et pas l'homme. Donc l'idéologie qui impose ce vêtement est une idéologie qui infériorise la femme, de fait, et qui en fait un objet de désir dès la puberté. Bon, est-ce qu'on peut, en tant que démocrate, républicain, être opposé à ça? Oui, d'ailleurs, je pense que Cassius elle-même est opposée à ce type de vêtements, si je me trompe pas. En tout cas, à l'idéologie qui l'impose. L'idéologie, oui. Voilà. À l'idéologie qui l'impose. De croyance ou pas en France? Non, mais encore une fois, il faut pas confondre liberté de conscience et liberté de culte. La liberté de conscience, c'est la liberté que tu as de croire en ce que tu veux. Si tu veux croire que c'est une fourchette dorée qui a créé l'univers, tu peux le croire. Personne va te condamner en France pour ça. Par contre, le culte, c'est-à-dire l'expression de ta foi dans la pratique, ça, c'est limité. Et ça a toujours été limité. Hein. Ça fait plus de 250 ans que c'est limité. C'est pas d'aujourd'hui. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout pratiquer de ta religion au prétexte qu'il y a une liberté de culte. Parce que la liberté de culte, c'est une liberté contrainte. Elle est limitée par la loi. Par exemple, l'islam te dit que tu peux avoir 4 femmes. Bah, en France, tu peux pas aller à la mairie et dire voici ma deuxième femme. J'aimerais me marier. D'accord, mais une femme qui est musulmane et qui veut porter le voile, pourquoi vous voulez l'empêcher de porter le voile? C'est elle qui veut le porter. Attends, c'était pas ta question. Ta question, c'était de dire on a la liberté de conscience. Oui, la liberté de conscience, c'est une chose. La liberté de culte, c'en est une autre. Est-ce que la liberté de culte, elle est illimitée? Non, elle est contrainte. Donc il y a des gens qui peuvent, je pense, légitimement estimer que le voile, c'est un symbole misogyne, discriminatoire pour la femme, qui l'infériorise et qui en fait un objet de désir. Très prématurément d'ailleurs, dès la puberté. Et ça, on peut, je pense, en toute légitimité, être opposé à ça, d'accord, et être opposé également à toute l'idéologie qu'il y a derrière,
de ségrégation entre la femme esclave, la femme libre, etc. Il y a toute une idéologie. C'est un symbole. Le voile, c'est pas une ceinture. C'est pas une paire de chaussettes. C'est un vêtement qui est extrêmement chargé idéologiquement, politiquement même. Il y a des théologiens musulmans. On l'enlèvera aux sœurs aussi alors. Comment? On l'enlèvera aux sœurs des églises aussi. Non, mais c'est pas parce que tous les vêtements religieux. Mais non, mais tous les vêtements religieux n'ont pas la même symbolique. La kippa, par exemple, la kippa n'est pas du tout portée pour les mêmes raisons que une femme musulmane porte un voile. C'est pas les mêmes. C'est pas l'idéologie qui est derrière ne les justifie pas de la même manière. Donc tous les symboles ne posent pas les mêmes problèmes parce qu'ils véhiculent pas les mêmes messages. C'est pas. Ouais, mais pareil, entre une femme. Mais c'est une obligation de sa religion. Pas le voile pour les libre de faire sa religion. Non, mais c'est pas le fait que ce soit une obligation qui est un problème. Prier, c'est une obligation aussi. Alors attends, t'as pas trop entendu Casus? Si on continue, on n'aura plus le droit de prier. Alors attends une seconde. Attends, qu'est-ce que t'as dit Casus? On t'a pas entendu? Juste qu'entre deux femmes musulmanes, déjà, elles le portent pas forcément pour la même raison. C'est-à-dire que celle qui connaît l'islam sunnite, oui, ce sera par obligation, mais celle qui a un islam traditionnel, culturel, entre guillemets, et qui se dit, oh bah tiens, je porterais bien le voile parce que c'est cool, bah c'est pas le même symbole. Si, c'est le même, parce que l'idée, comment dire, le message que tu as, que tu véhicules en fait en le portant est le même, mais sauf que elles en ont pas conscience. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas la femme qui le porte qui détermine la portée du symbole qu'elle a. Si demain moi je viens, si demain moi je me balade avec une kippa dans la rue, même si je suis pas juif, même si je le fais juste parce que c'est stylé, c'est normal que tout le monde va me considérer comme étant juif, parce que ce n'est pas parce que moi je décide de le porter indépendamment de ce qu'en dit le judaïsme que ce symbole-là que je porte sur ma tête n'est pas chargé. Parce que t'es tout seul. Mais au fil du temps, si plus de gens font comme toi, ça c'est bien sûr, oui, non, mais bien sûr, oui, mais ça c'est hypothétique. C'est pour ça que je suis pour les libertés. Parce que le fait de pouvoir avoir le choix, le droit en France, pas l'islam, la France donne le choix de porter ou non le voile si tu veux, bah ça donne la possibilité à des mécréantes comme moi de porter le voile et de le désacraliser. Alors c'est pareil, t'es toute seule là-dessus. Il y a quasiment que toi qui fais ça. Ah ouais, attends, William. Non, mais je te dis pas que t'as pas le droit de le faire. Je te dis juste que t'es toute seule à le faire. Et donc, pour l'instant, le fait que tu le fasses, si demain tu te balades Cassius dans la rue avec un voile, tout le monde va considérer que t'es musulmane. Et si en plus ta tenue à côté n'est pas appropriée, on va dire, mais attends, t'es incohérente. Tu portes un voile islamique et ta tenue derrière n'est pas adaptée. Donc, parce que tout le monde va considérer que ce que tu portes sur la tête, comme ça a l'apparence du voile exigé par l'islam, même si bon c'est pas totalement le cas, mais bref, peu importe. En tout cas, ça va être assimilé comme tel, donc on va considérer que c'est ce que tu portes. Après, c'est sûr que si demain il y a 10 millions de femmes qui font comme toi, oui, d'accord, le voile n'aura plus. Si demain on interdit le port. Et attends, non mais attends, juste une petite parenthèse, et on peut citer d'ailleurs Adèle Axia qui a fait ça en allant à Châtelet-Léal d'ailleurs. Eh ben qu'on a pris pour une musulmane. Voilà. Bien sûr. Mais c'est normal. Et après, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Après, là, son expérience, j'ai trouvé ça intéressant. Mais je comprends l'idée qu'il y a derrière, c'est de se dire, finalement, mais je pense qu'à un moment donné, on peut pas tout voir, tout analyser de manière individuelle. Il y a des choses qui sont symboliques. Par exemple, un mec, tout à l'heure, tu parlais des Nazédi. Si moi, demain, je viens avec une croix, la croix de Svastika en mode inversé à la petite moustachu, je pourrais argumenter tout ce que je veux. Hein. Si demain je salue des potes dans la rue en faisant un bras tendu, je pourrais dire tout ce que je veux. De fait, la portée qu'il y a derrière ce symbole-là me dépasse. C'est-à-dire qu'elle ne dépend plus de moi et de ma perception personnelle. Bah oui, mais ça c'est normal que ça soit interdit. Ouais, mais on va pas demain dire, bah écoutez, on va démocratiser le bras tendu pour que tout le monde se mette à saluer comme ça, que ça n'ait plus de sens. Bah, c'est pas une volonté, mais pourquoi l'interdire si au final derrière, bah effectivement, quand tu regardes par exemple la Svastika, et bah tu regardes dans les pays, en Inde, c'est ça, c'est en Inde, hein. Ouais, en Asie beaucoup. En Asie, bah pourquoi ils auraient pas le droit de la porter en venant en France? Non, bah parce que tu ne peux pas faire fi quand tu arrives dans une société de la charge historique, idéologique qui est accolée à certains symboles, parce qu'il y a l'histoire fait qu'à un moment donné il y a certains éléments qui sont extrêmement chargés et tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Je suis d'accord avec toi sur le présent. Oui, bien sûr, mais après on essaye de faire évoluer les choses dans un sens. Est-ce que tu préfères le faire évoluer dans le sens du fait de laisser les choses telles qu'elles sont là et de les conserver, ou dans le sens de faire en sorte de tout dédramatiser tout ça et de faire en sorte que les gens puissent réellement faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, tant que ça ne nuit pas à la liberté des autres? Moi, je considère que cette deuxième étape que tu envisages, elle est utopique. En fait, je considère pas du tout que ça soit un jour réaliste.
Et donc, à Non, cette mais c'est peut-être. Star Trek, toi. Hein. Non, je rigole. T'as dit quoi? Tu dis, t'as jamais vu Star Trek. Non, mais c'est pour te dire que je pense qu'effectivement, c'est ce qui, sur ce point-là, par exemple, nous distingue, c'est que moi, je considère vraiment que ça relève presque de la chimère, c'est-à-dire que c'est utopique, c'est un monde qu'on imagine qui serait un monde, oui, sans où plus rien finalement ne veut plus rien dire. Bon, déjà, je sais pas si ça serait souhaitable, vraiment, parce que je pense qu'il y a aussi un devoir de mémoire. Enfin, il y a plein de choses qui me semblent importantes dans une société. Mais même en mettant de côté ces aspects-là, dédramatiser les choses, je pense que à l'échelle individuelle, ça peut marcher, mais à l'échelle d'une masse, à l'échelle d'une société de plusieurs millions, voire centaines, dizaines ou centaines de millions de personnes, ça ne peut pas marcher. Je pense, en tout cas, je veux pas me bercer d'illusions et imaginer que on puisse un jour rentrer dans ce monde-là. Donc, j'essaye de rester dans ce qui me semble être le plus réaliste. Et à mon sens, être le plus réaliste, c'est pas envisager cette option-là. Il y a 50 ans, ce qu'il y avait de plus réaliste, c'était de dire que les homosexuels n'auraient pas les mêmes droits. Il y a 50 ans. Ouais, mais c'est pas la même. Non, mais c'est un exemple. C'est-à-dire que même pour la femme, le rôle de la femme, toutes les évolutions de ce sociétal et les droits sociétaux qui ont été acquis, c'est parce qu'il y a des gens qui ont tendu la fenêtre d'Overton à l'extrême. Oui, mais en tout après, c'est ce que c'est souhaitable aussi, tu vois. Je sais pas si c'est forcément souhaitable d'ouvrir toutes les fenêtres d'Overton. Je te dis, tu vois, quand je dis qu'il y a des symboles qui sont très chargés, parce que je pense aussi, c'est important aussi des fois rattacher des choses, je pense, à l'histoire, d'avoir un certain devoir de mémoire, d'avoir aussi de se rappeler de ce que l'histoire a nous a enseigné dans tout un tas de choses. Je sais pas si c'est forcément souhaitable d'ouvrir à chaque fois des fenêtres d'Overton. Ça l'a pu l'être dans certains domaines. Je sais pas si ça fut profitable dans tous les domaines. Je pense pas du tout même. Et tu vois, donc ça va dépendre du sujet, de la thématique. En l'occurrence là, la force de frappe de l'idée. Justement, la liberté de porter le voile, est-ce que justement c'est pas plutôt, est-ce que ça s'est pas plutôt avéré néfaste pour la France plutôt que bénéfique, dans le sens où en fait on a eu le problème avec la tenue de l'abaya, donc bon ça c'est pas le voile, mais on a eu déjà ce problème là que Gabriel Attal avait réglé en l'interdisant. On a eu aussi des problèmes avec le voile justement des fois dans les écoles publiques. T'as des personnes des fois qui vous avez vraiment un problème avec les musulmans. Vous savez que là je réagis. Tiens, regarde. On a eu aussi des problèmes avec le voile du coup dans les écoles. On a eu là la polémique du voile dans le monde du sport avec l'association les hijabeuses qui voulaient l'imposer dans le sport. T'as d'ailleurs Teddy Riner qui a pris la parole en disant que pour lui ça posait aucun problème et qu'il fallait s'occuper d'autre chose. Est-ce que finalement, justement, sous couvert de liberté, est-ce qu'on ne se fait pas justement marcher dessus justement par cette fameuse liberté? Moi, j'aurais tendance à dire non, parce que, encore une fois, le problème, c'est l'idéologie qu'il y a derrière. Et que ces jeunes-là, dont tu parles, qui se sont révoltés avec la baya, etc., c'est des jeunes cons. Comme moi, à mon époque, on se faisait virer parce qu'on portait un baggy ou parce qu'on mettait un crop top, tu vois. Enfin, moi, je le vois comme ça. Maintenant, est-ce que derrière, il n'y a pas des vrais problèmes, etc. Bien sûr que si, j'en suis convaincue. Il y a le frérisme, il y a dans la sphère politique, on voit qu'il y a des portes qui sont ouvertes où il y a effectivement l'islam qui s'immisce. Pas que, mais oui, on le voit. Mais dans la société en général, moi, je ne suis vraiment pas sûre que pour lutter justement contre la radicalisation et contre l'islam sunnite, je suis vraiment pas sûre que nous mettre à dos des gens qui veulent juste pouvoir jouir des libertés que la France leur offre, en leur supprimant certaines libertés qu'ils avaient acquis déjà depuis lors, tu vois. Ou l'interdire aux moins de 15 ans, moins de 18 ans, je sais pas. Ah, ça, je sais pas. Mais par contre, d'accord, mais moi, je veux aussi qu'on interdise tout acte sur des enfants qui nécessitent ok, donc là tu penses à la circoncision, c'est ça? Même le baptême, pourquoi on laisserait
des enfants se faire baptiser sans qu'ils puissent donner leur avis. Même si c'est moins grave, parce que on ne coupe pas un bout, bah pourquoi on n'attendrait pas que l'enfant puisse donner son accord? Dire, Non, moi, je suis d'accord. c'est répertorié, hein. Que l'enfant, quand il est baptisé, on lui demande pas son avis, son nom, il est inscrit dans le registre de l'église. C'est pas le même cas. Dans la circoncision, il y a Oui, je suis d'accord, c'est pas la même gravité, mais moi, le baptême, c'est la liberté d'éducation. en tant qu'enfant qui a été épargné par le baptême, je n'ai pas été baptisée et j'en suis très contente. J'aimerais que tous les enfants puissent avoir cette possibilité de se dire, bah, j'ai pas été baptisé, mais je peux toujours le faire maintenant que j'ai 15-16 ans. Ouais, Merci mais de tapoter là, les gens, merci. Là, on remet en question la liberté d'éducation. Sur quelque chose qui, fondamentalement, n'est pas, Je suis d'accord. n'est pas une atteinte à l'intégrité ou quoi de l'enfant. D'accord, et c'est pour ça que j'ai bien posé mes conditions. J'ai dit que dans le cas où on voudrait interdire le voile pour les mineurs de moins de 15 ans, bah, Ouais, mais c'est pas- alors faut aller plus loin dans ce cas-là. Faut Non, mais mettre le baptême et en le voile, relation c'est pas la avec même tout le chose. Le baptême, baptiser quelqu'un ne porte pas du tout la même dimension idéologique que voiler une petite. Ah C'est mais pas- non, mais ça reste quelque chose qui a été réalisé sans l'accord de l'enfant. Oui, bien sûr, mais comme toute Comme faire l'éducation. percer des oreilles d'un enfant. Mais non, mais c'est comme tous les éléments d'éducation que tu inculques à un enfant. Tu lui donnes pas son avis puisqu'il n'est pas dans un âge où il peut choisir. Donc là, c'est pour ça qu'on a la liberté d'éducation. Toutes les valeurs, tous les principes, toutes les règles que tu donnes à un enfant. Moi, par exemple, mes enfants, toutes les règles que je leur donne, je leur demande pas s'ils sont d'accord ou pas. Et je leur donne, tu appliques ce que je te dis parce que je suis ton père et tu m'écoutes. Et Bah, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça. Alors dans ce cas-là, comment tu justifies l'interdiction Eh ben, du voile des moins de 15 ans? Parce que c'est pareil. Parce que là, c'est la protection de l'enfant. C'est-à-dire que on peut estimer quand même qu'un voile qui sexualise prématurément le corps d'une enfant, qui estime que dès lors qu'elle est pubère ou même des fois impubère, parce qu'il faut l'habituer déjà à porter ce voile pour qu'une fois plus grande, elle soit pas comment dire, qu'elle soit accoutumée avec ce vêtement. On peut estimer ici, selon nos paradigmes, notre vision des choses en France, de notre conception de la dignité humaine, etc. Par exemple, c'est comme ça qu'on a interdit. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a interdit par exemple, le voile intégral. Oui, bah, on peut interdire aussi le catéchisme parce qu'on t'apprend que l'homosexualité est une abomination, que c'est pas. Ah non, dans le catéchisme, on n'apprend pas ça. Moi, j'en ai fait personnellement, j'ai jamais appris ça. C'est un exemple, William. Oui, Dans mais- les idéologies religieuses, à partir du moment où tu laisses effectivement les parents libres à eux de leur éducation, bah c'est pour tous les parents, pas parce qu'ils sont musulmans ou Non, mais tu peux interdire effectivement certains éléments liés à l'éducation, parce que là, ils posent problème, ils sont contraires à nos valeurs, à nos principes, ou alors ils portent atteinte à la dignité. Le baptême en tant que tel ne porte pas atteinte à la dignité de l'enfant. Dans la conception républicaine de ce qu'est la dignité, il n'y a aucune atteinte à la dignité de l'enfant dans le baptême. Par contre, dans l'excision, ou même on peut aller sur la circoncision, on peut ici dire oui, il y a une atteinte à l'intégrité physique, par exemple. Surtout si c'est pas justifié médicalement. S'il y a pas voilà. qui se bouge un peu là-dessus d'ailleurs. Tu vois, mais par exemple, parce que là, clairement, il y a un aspect qui porte atteinte à quelque chose, à un droit ou un aspect. Ouais, regarde. Le baptême en tant que tel, il n'y a pas d'atteinte à la dignité de Donc l'enfant. on dans le baptême. interdit aussi Casus, regarde, tu vois, par exemple, le voile, ça c'est visible. On est d'accord. Par exemple, le baptême, ça c'est pas visible. Tu vois, on va te tremper la tête dans l'eau 2-3 fois à l'église, mais après quand tu vas marcher dans la rue, il y aura pas marqué sur ta tête que t'es baptisé. Par contre, si demain tu portes un voile ou une kippa, là par contre on va clairement le voir, tu vois. Donc si par exemple mes parents Donc m'avaient on peut baptisé, pas tout mettre en fait au même niveau, tu vois, c'est ça que je veux dire. mais alors du coup si Et la circoncision, c'est pareil, ça tu peux pas la mettre au même niveau que le baptême parce que encore une fois, le baptême, on te met la tête dans l'eau et pas voilà. Alors que la circoncision, effectivement, on va te retirer un bout de peau effectivement sur la verge et ensuite ça va te rester à vie. Par contre, tu vois, après on pourra pas te faire coller. Voilà. peu importe, moi je fais pas de hiérarchisation, je n'essaie pas de mettre sur le même pied ou d'en mettre un plus haut que l'autre. On parle d'éducation parentale, c'est-à-dire que les parents, ils décident d'éduquer leurs enfants dans la religion, quelle que soit la religion, c'est le même droit pour tous. Ah ben non. Pas de faire de différenciation. Mais non, c'est pas le même droit pour tous. C'est le même droit pour tous dans le cadre de la loi. Donc les éléments de l'éducation religieuse qui ne sont pas contraires à la loi, à la dignité humaine, qui ne sont pas contraires à l'atteinte à l'intégrité physique, eux ne posent pas de problème. Par exemple, si tu enseignes à ton enfant à prier, l'enseignement de la prière, par exemple, dans toutes les religions, y compris l'islam,
C'est des petits, hein. L'enfant, tu dis, bah, viens prier à côté de moi, même s'il n'est pas encore en âge où c'est une obligation. Tu vas voir l'enfant, il prie, il mime, il fait comme font ses parents. Tu vas pas dire que ça, par exemple, on va pas considérer dans le cadre républicain en France que ça, c'est une atteinte à la dignité de l'enfant. Donc, c'est un aspect de l'éducation en lien avec la religion qui pose pas de problème, comme le baptême. Par contre, exciser, circoncire, par exemple, ou imposer un voile, c'est pas la même chose. Ce sont des aspects de l'éducation religieuse qui peuvent être considérés dans notre paradigme à nous, qui peuvent être considérés comme contraires à l'intérêt de l'enfant, contraires à sa dignité, contraires à son intérêt en tant qu'enfant parce qu'on sexualise prématurément son corps, etc., etc. Donc là, on peut avoir des arguments qui justifient sur le plan de notre paradigme le fait que ça, on s'y oppose. Mais par contre, tu peux pas tout interdire, parce que sinon là, tu interdis toute forme d'éducation de l'enfant. Ben oui. Mais c'est pas le cas. C'est le problème, c'est pour ça que je demande où ça commence. Parce que jusqu'à présent, le voile, il n'y a pas de loi qui l'interdit. La circoncision, si. Mais c'est quand même d'actualité, tu vois. On le laisse quand même faire, alors que c'est interdit. On est bien d'accord. Oui, mais on sait très bien pourquoi il n'y a pas. C'est considéré sur des enfants sans obligation médicale comme une mutilation génétique est interdit par la loi. Oui, oui. Mais ça, par exemple, ça pourrait être interdit. Et ça l'est. Oui, mais c'est pas vraiment appliqué. Tu sais qu'il y a beaucoup de dérogations. Enfin, bref. Voilà. Alors, déjà, pourquoi on se soucie pas déjà bonne soirée. on sur le port d'un voile déjà. Ouais, vous laissez sur mais parce que je pense pas que ce soit le. En fait, je pense pas qu'il y ait le même, en réalité, la même portée. On te laissera pas faire, hein, juste pour vous. Je pense pas qu'il y a la même portée et la même. Mais la même portée idéologique. La réalité, c'est que la circoncision, bon, c'est vrai que ça a porté atteinte à l'enfant, mais bon, c'est quelque chose qui ne. Au niveau de la société, ça n'a pas d'impact sociétal. Ça a un impact sur l'enfant et il faut lutter contre. On peut parfaitement s'entendre là-dessus, mais ça n'a pas un impact au-delà de l'enfant. Ça n'a pas un impact sociétal. Le voile, en revanche, a un impact sociétal. En plus d'avoir un impact sur l'enfant, sur son développement psychologique, etc., sur sa capacité à se... N'importe quelle idéologie, enseignée William, n'importe quelle idéologie religieuse, elle aura une implication directement sur la société. Bien sûr, c'est pour ça c'est pour ça, exactement, bien sûr, toute éducation a un impact sur la société. C'est pour ça qu'il faut considérer qu'il y a certains aspects d'une éducation qui sont problématiques dans une société comme la nôtre, et d'autres qui ne le sont pas. Ce n'est pas tout ce que les parents enseignent, inculquent à un enfant dans l'éducation qui est problématique. Si par contre on enseigne à un enfant dès petit que une fille t'as pas à lui serrer la main, t'as pas le droit de te mettre à côté d'elle, tu parles pas aux filles, les filles et les garçons ils ont rien à faire ensemble, etc. Ils parlent pas ensemble. Bah ça par exemple, si tu inculques ça à un enfant, dans notre société ça pose problème. Ah oui. Mais pourquoi on ne va pas interdire les parents d'éduquer leurs enfants comme ils veulent, on est d'accord. Ah bah sur ces aspects-là, un parent qui enseigne ça à son enfant, à un moment donné à l'école, ça va se savoir et il va y avoir des signalements auprès des services sociaux, etc. Si. C'est-à-dire que si à un moment donné on sait que les parents ont ce type d'éducation envers leur enfant, qu'ils l'isolent, qu'ils l'excluent de la vie sociale, etc., on va considérer qu'il y a un problème dans l'éducation. Ouais, mais alors si c'était le cas, il y aurait tous les témoins de Jéhovah qui seraient placés aujourd'hui, hein, tu vois. Ah bah de fait, il y a beaucoup de signalements. Après, je suis pas au fait dans les détails de tout ce qui se passe, mais oui, il y a des parents qui sont signalés, qui sont suivis par les services sociaux. J'en ai connu personnellement en lien avec mon métier, parce que des fois, il y a des parents qui enseignent qui véhiculent un enseignement à leur enfant qui est problématique. Après, quand tu les écoutes à l'école, le discours qu'ils tiennent sur la femme, sur l'homosexuel, sur ceci, sur cela. À un moment donné, il y a les services sociaux qui sont... Je serais d'accord avec toi si on n'avait pas d'autre solution. Si c'était la seule solution d'interdire, je serais d'accord avec toi. Or, je suis convaincue qu'il y a d'autres solutions largement qui seront plus efficaces à long terme, dans le sens où, je sais pas, on a été jeunes. Toi et moi, on a été des jeunes. Et qu'est-ce qui nous énervait le plus quand on était jeunes? Faut pas faire ça, t'as pas le droit. Qu'est-ce qu'on faisait? On se rebellait. En tout cas, moi, j'étais une jeune fille rebelle. Hein, donc, je dis juste... Je me rebellais. Et les plus grosses conneries que j'ai faites, c'était en signe de protestation et de révolte dans ma vie, tu vois. Mais Casus, est-ce que toi, t'es contre, par exemple... Je finis juste pourquoi moi, je suis pas
on peut très bien interdire d'un côté et de deux apporter une explication du pourquoi du comment et faire réfléchir les gens dessus. Et pourquoi l'interdire du coup? Je comprends pas. Je comprends plus. Si de toute façon on avertit les gens, que les gens commencent à être conscients, bah il y aura de moins en moins de gens qui vont peut-être porter le voile, et ceux qui voudront encore le porter, c'est qu'ils sauront réellement cette idéologie-là. Pourquoi on veut la cacher? Pourquoi on veut cacher? Alors attends, je vais essayer de te répondre. Regarde, là, je vais essayer de te répondre. Alors regarde, je vais essayer de te répondre en fait avec un article. Donc là, ça date de avril 2004. Donc Samara, une adolescente de 13 ans, a été tabassée à la sortie de son collège par une meute qui lui en voulait. Il y a une histoire de harcèlement, peut-être aussi une histoire de religion parce qu'elle s'habillait à l'européenne, qu'elle ne portait pas le voile. Cela peut faire partie des récriminations. Donc ça c'était un article donc ça c'est sur le site de BFM. Donc en fait t'as une fille donc qui s'habillait à l'européenne, donc qui mettait pas le voile, et pour autant elle s'est fait tabasser justement à cause de ça. D'accord. Et donc les personnes, ces jeunes-là qui ont une idéologie bien précise, tu penses qu'en interdisant le voile, ils vont plus réagir comme ça? Bah en fait si tu veux, ou du moins peut-être déjà l'interdire au moins de 18 ans. Ce sera pire. Non mais attends, je suis en train de te répondre. Regarde, non mais déjà le fait peut-être de l'interdire au moins de 18 ans, ça pourrait déjà faire grandir des jeunes justement plus dans les valeurs de la République française, moins dans la discrimination. Donc c'est-à-dire ils feront au moins une hiérarchie par rapport aux autres en se disant voilà, moi je suis une femme pure avec de la pudeur en mettant le voile, et toutes celles qui ne le mettent pas, elles sont impures. Donc déjà on va déjà combattre les inégalités déjà par rapport à ça, et les discriminations et le séparatisme. Ensuite, après, si à 18 ans elles ont envie de le mettre, après elles le mettent, après ça les concerne. Mais bon, déjà. Les gens à penser comme toi. De quoi? Tu veux forcer les gens à penser et agir comme toi, et réagir comme toi. Mais non, mais en fait moi ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ça permet aussi de protéger les enfants, justement, de pas le porter, justement. L'interdisant, ça ne pousse pas les gens à changer d'avis et à faire un traitement en fait sur leur idéologie. Ça les pousse juste à se conforter dans leur rôle de victime. Non mais Casus, est-ce que toutes les lois qui sont liberticides aujourd'hui en France, est-ce qu'on a à chaque fois fait une critique sur des longues années avant d'interdire ou pas? Ça peut être la même chose avec l'interdiction de la circoncision. Hein. Tu vas avoir des juifs et des musulmans qui disent oui. Interdit. Non mais si je veux dire, si on l'applique réellement aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme c'est une loi qui est pas explicite sur la circoncision, et donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de cliniques ou autres qui font malgré tout la circoncision à des enfants qui sont très jeunes, c'est une pratique qui continue d'être courante, et grosso modo on ferme les yeux. Si demain on applique vraiment une loi qui interdit, bah tu peux avoir très bien aussi exactement les mêmes réactions que tu es en train de dénoncer ici, en disant oui, regardez, ils sont contre nous, contre notre religion, un truc comme la circoncision, c'est vraiment un truc qui fait partie de notre identité culturelle, religieuse, ils nous l'interdisent et tu vas faire des victimes. Alors qu'en réalité, ici, ton visage... On parle de mutilation, on est à un autre degré qu'une pensée, là. Non, mais attends, une petite fille que tu sexualises prématurément, c'est aussi dévastateur pour son développement psychologique. Donc, on est d'accord que ici, par exemple, tu envisages l'interdiction, sachant que les gens en question qui, eux, ne pensent pas comme toi, vont jouer les victimes, vont dire, regardez... La différence, c'est que l'idéologie, tu peux la rattraper. On voit bien des gens qui, au bout de quelques années, changent d'idéologie. Eh ben, c'est pour ça que je te dis qu'il faut cumuler les deux. Ouais, puisque tu envisages l'interdiction... La circoncision, c'est définitif, c'est une mutilation définitive. D'accord, non, mais je parle pas sur cet aspect-là. Je parle sur le fait que tu disais, oui, l'interdiction, ça va créer des gens qui vont encore plus se sentir victimes. On pourrait faire exactement le même reproche sur l'interdiction de la circoncision, en disant que tu vas créer des gens qui vont se victimiser. Non, parce que là, tu as des raisons concrètes. Et ben, je pense qu'on a des raisons concrètes. Porter le voile, tu peux, du jour au lendemain, te désolidariser de cette idéologie et arrêter de le porter. Oui, mais comme ça peut aussi ne pas le faire. Ça risque d'être compliqué. Bien sûr, mais comme tu peux aussi ne pas le faire. C'est-à-dire qu'on voit bien, en plus, l'histoire nous montre quand même qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui portent le voile plutôt que de jeunes filles qui ne le portent pas. En tout cas, en France, c'est le cas. Plus on avance dans le temps, plus le port du voile se généralise. Et donc, ce qui se passe, c'est que, au contraire, on n'a pas une tendance à la régression. En tout cas, si l'idée c'est de dire, si on utilise la loi, alors de fait, on crée des victimes, de fait, c'est liberticide, etc., on peut appliquer ce raisonnement-là à toute tentative de recours à la loi, en disant, écoutez, oui, c'est vrai qu'il y a un intérêt ici pour l'enfant, moi je suis d'accord, c'est une atteinte à son intégrité physique, mais si on l'interdit,
ça va faire des victimes. Ce qu'il faut, c'est sensibiliser les gens sur les réseaux et autres, dire regardez, c'est pas bien la circoncision, et les gens vont arrêter. Bon, je pense que c'est pas à mon sens. Déjà, je pense que c'est une erreur de faire de présenter la chose comme si on pouvait pas faire l'un et l'autre. Moi, je pense qu'on peut faire les deux. Et au contraire, les deux se cumulent assez bien. Mais il y a un moment donné, surtout quand on parle de l'enfant, je pense que le recours à la loi à un moment donné dans une démocratie, parce que la démocratie, c'est aussi censé être un système dans lequel on préserve la dignité. On parle souvent de liberté, mais il n'y a pas que la liberté dans la démocratie. Il y a aussi le fait qu'on estime que les gens sont libres, sont égaux en droit et en dignité. Et donc, si tu reconnais qu'on est égaux en dignité, ça veut dire que tu te donnes les moyens de préserver cette dignité. Et si dès lors que tu utilises des lois censées préserver cette dignité, on t'accuse d'être liberticide et de créer de la victimisation, ce qui peut s'entendre, parce que de fait, créer une loi, c'est plutôt liberticide, et ça va créer de la victimisation. À ce moment-là, on peut plus se prétendre défenseur de la dignité, parce qu'on met pas les moyens en place, ou alors les moyens qu'on met en place, c'est uniquement parler. Voilà, on vous annonce que on n'est pas d'accord, c'est pas bien de faire ça, parce que ceci, parce que cela, ça porte atteinte à ceci, à cela. C'est quoi, je suis d'accord avec toi, mais ça marche. Pour moi, ça marche uniquement quand tu as déjà testé le reste. L'interdiction, pour moi, c'est un aveu d'échec. À partir du moment où tu commences... Mais Casus. Non mais attends, excuse-moi. Est-ce que toi, tu considères que le voile, c'est misogyne et que ça rabaisse la femme ou pas? Selon l'islam sunnite, ça l'est. Selon, par contre, la façon dont ma copine l'a pu le porter, non. Parce qu'elle le portait en mode, ça me rapproche de Dieu, et elle pensait même pas que c'était une obligation. Donc, selon elle, la façon dont elle le porte, non. Ouais, mais en fait, toi, le problème, c'est que toi, tu vois pas, parce qu'en fait, toi, tu fais du cas par cas, mais en fait, nous, ce qu'on essaie de t'expliquer. Individuelle et collective aussi, bien sûr. Je suis libérale. Après, si tu veux par là, franchement, moi, je pense que c'est notamment ton cas, mais si je prends mon expérience personnelle, tous mes potes, une grande partie de mes potes étaient des musulmans, tous circoncis, il y en a pas un seul qui s'est plaint, qui a considéré que c'était pas bien, il aurait jamais dû subir ça. Enfin, ce discours-là, si tu écoutes la majorité des gens, à mon sens, qui sont circoncis, qui se sont fait circoncire jeunes, en France, par exemple, je pense que la majorité des hommes vont te dire, ça leur pose aucun problème. Donc, oui, mais si on applique ce raisonnement-là au voile, c'est pareil à ce moment-là. Si on se contente si on se contente pour statuer de ce que les gens qui subissent telle ou telle chose en pensent, on va dire à ce moment-là, la circoncision ne pose pas de problème. Si elle est volontaire, non. Oui, mais tous ceux qui l'ont subi dans leur enfance, donc qui n'ont pas souhaité forcément la subir, j'en connais aucun, moi, personnellement, enfin, peut-être un à la marge, Shir Ali, Ali Babal, avec son bout. Sinon, honnêtement, à part lui, c'est très... Amir Aposta aussi, si t'as Amir Aposta. Non, mais je veux dire, voilà, mais à part quelques-uns, vraiment, de manière, pour le coup, marginale, en tout cas, à l'échelle de mon expérience personnelle, c'est extrêmement marginal. Les 99% des gens que j'ai connus qui étaient circoncis, j'en ai pas entendu un seul, un jour, se plaindre de quoi que ce soit à ce niveau-là. Et pourtant, on en a parlé plusieurs fois, parce que moi, quand je me suis converti, il a été question de la circoncision, etc. Donc, on en a parlé. Jamais j'ai entendu un reproche par rapport à ça. Je dis pas que c'est pas légitime pour ceux qui le reprochent. Je dis juste que si on se base sur le ressenti de ceux qui ont subi ça pour statuer, comme on se baserait sur le ressenti de la femme qui porte le voile pour statuer, on n'interdit pas non plus la circoncision, parce que franchement, la majorité des gens vont te dire que ça leur pose pas de problème. Ouais, en fait, moi, là où je te suis pas, Casus, c'est que... Mais en fait, là où je te suis pas, Casus, c'est que tu dis que c'est misogyne et que ça rabaisse la femme, mais pour autant, t'as pas envie d'en préserver les jeunes filles en dessous de 18 ans. Ou du moins t'hésites. Enfin, je sais pas. Ouais, j'hésite. La question, c'est comment tu concilies ça avec... et je comprends en même temps, en vérité, je suis pas dans l'opposition genre dogmatique et tout, je comprends aussi ton questionnement et ton positionnement. Je l'entends, parce que voilà, t'es attaché à certains principes, certaines valeurs, et t'as pas envie de les bafouer en agissant de telle ou telle manière. Et je trouve ça même respectable comme approche. Mais à un moment donné, je me dis, on a toujours, et moi depuis quelque temps, j'entends souvent cette volonté de sacraliser la liberté. Et c'est important, la liberté, mais la liberté, moi en tout cas, je mets pas la liberté au sommet de la pyramide des choses les plus importantes. C'est-à-dire que oui, la liberté c'est important, mais pas au détriment de tout. Par exemple, si la liberté doit amener à ce qu'on autorise des idéologies qui
qui nuisent à la dignité des gens, moi, je pense que là, c'est une liberté qui devient problématique, par exemple. Ouais, mais William, si la liberté est au-dessus de tout, alors ces idéologies-là ne pourront jamais outrepasser la société libertaire dans laquelle on est. Regarde ce qui s'est passé en Allemagne. Au-dessus de tout, alors toutes les idéologies, tu peux les foutre à la poubelle, en fait. Regarde ce qui s'est passé en Allemagne. On a accepté qu'une idéologie comme celle du petit moustachu ait le droit d'exister, ait le droit de s'exprimer. Il avait le droit même de faire le salut dans la rue. Il avait le droit de faire des conférences devant des gens. Et pourtant, il y avait des opposants à ça. Il y avait les socialistes, il y avait les communistes, il y avait des gens qui s'opposaient politiquement et même idéologiquement à ce type de valeurs et de principes. Mais petit à petit, élection après élection, année après année, il a grappillé des voix. Il a réussi à convaincre. Et à mon sens, c'est vraiment un pari dangereux. Je pense que ceux qui pensent ça, comme toi par exemple, ou d'autres, je pense que vous êtes fondamentalement opposés. Et pour t'entendre, je sais que tu as ce côté très française de la personne qui râle, qui est pas contente et qui s'oppose et qui assume ses oppositions et qui s'assume aussi en tant que femme. Mais je pense que même si tu as ce souhait-là, certainement très sincère, de dire je veux lutter, mais voilà de quelle manière je veux lutter, je pense que c'est un pari très dangereux. De se dire je laisse la porte ouverte à ces idéologies-là et vous inquiétez pas, on va opposer à ça un contre-discours et ça suffira. Je pense honnêtement, moi en tout cas je suis pas du tout emballé par cette idée parce que je pense que c'est extrêmement dangereux comme pari, tu vois. Et encore une fois, c'est parce que il y a un paramètre que tu prends pas en compte, c'est celui de pousser les gens aussi à s'investir, à se sentir investis pour défendre leur idée à eux. Et que on l'a trop délégué, on a trop délégué cette responsabilité aux politiques et aux médias. Or, avec les réseaux sociaux, on peut tous lutter, on peut tous prendre la parole, on peut tous se lier. T'as juste à voir par exemple ce qui s'est passé avec Rima Hassan. Regarde le bordel que ça a foutu grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que ils pouvaient se battre eux-mêmes pour ce en quoi ils croient. Et ce serait bien qu'on fasse la même chose tous les citoyens. C'est-à-dire que demain, pour être sûr que demain, s'il y a une idéologie comme celle du petit moustachu, à savoir l'islam sunnite, parce que moi franchement pour moi c'est la même chose, je vous le dis direct, c'est la même idéologie, enfin en tout cas ça s'apparente, et que y ait ces gens-là qui soient là, qui se disent non mais attends, c'est bon, moi je donne mon avis, parce que j'ai pas peur de me faire traiter d'islamophobe, parce que j'ai pas eu peur de me faire traiter de zinaophobe. J'ai envie que les gens ils prennent aussi ça. Et j'ai trop peur, moi aussi, tu vois, comme toi, pour le coup, mais j'ai peur qu'à force de déléguer toutes ces responsabilités à l'État qui se charge de mettre des interdictions pour protéger le peuple, que c'est les gens... Mais je suis d'accord. Et c'est pour ça... Et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense que c'est un truc qui doit, à mon sens, marcher sur ces deux jambes. Et l'État qui joue son rôle de protecteur et de notamment protecteur des dignités, entre autres, et la population qui doit jouer son rôle aussi de garde-fou et qui doit alerter, lanceur d'alerte, démocratiser la critique. Et je pense que les deux en fait sont indispensables. L'un sans l'autre, je pense que effectivement s'il y a que l'un sans l'État ou que l'État sans le peuple, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'appelle et j'aspire à ce que, au contraire, c'est pas l'un qui nous empêche d'utiliser l'autre moyen. Non, les deux doivent être utilisés, à mon sens, bien sûr de manière intelligente. Comme par exemple, tu parlais de la circoncision, pourquoi pas, ou l'excision qui est déjà dans la loi, etc. Bref, tu vois, des trucs comme ça. Ici, on a la loi et ça n'empêche pas en parallèle, parce que malgré tout, malgré qu'il y a la loi, t'es pas sans savoir, je pense que les pratiques des femmes en France victimes d'excision, par exemple, ça se compte par dizaines de milliers. Juste dans quelques départements, notamment en région parisienne. Malgré la loi, il y a des dizaines de milliers de femmes qui ont été victimes de ça. Ça veut dire que la loi ne suffira pas. La loi à elle seule ne suffira pas. Et donc, il faudra, en plus de la loi, que le peuple s'engage dans la critique. Mais l'un sans l'autre, je pense que ça sera un bonhomme qui marche avec une seule jambe et ça sera problématique. Et je vais te prendre un exemple. Casus Belli, tu vois, par exemple, en France, il est interdit de faire des violences conjugales, sur ça on est d'accord, et pour autant on peut très bien être sensibilisé justement sur les violences conjugales. Il est interdit de faire des excès de vitesse ou de conduire en état d'ébriété ou sous drogue, et pour autant on peut très bien aussi être sensibilisé à ça à l'école par exemple, ou même au permis de conduire.
Donc, oui. c'est-à-dire que tu as d'un côté une loi qui t'interdit de le faire, et de l'autre côté, on peut également aussi te sensibiliser dans le même temps. Louis Cassius, excusez-moi, je me permets parce que je me lève à 7h du matin. Je pense que vous êtes mort. Mais voilà, je voulais vous remercier tous les deux pour cet échange. Merci à toi, Cassius, merci à toi, Louis. Ouais, je t'en prie. Parce que je vais être mort, je pense. J'ai 4 heures à dormir, là, ça va être chaud. 4-5 heures. En tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt. Ça marche, avec plaisir, ciao. Moi aussi, je vais devoir y aller. Ouais, mais attends, juste avant d'y aller, est-ce que t'es pas d'accord, du coup, la Casus Belli avec ce que je viens de dire? On peut, par exemple, on peut interdire de conduire en état d'ébriété, etc., ou sous drogue. Donc en fait, la loi l'interdit, et dans le même temps, sensibiliser justement de futurs conducteurs à ça, par exemple, soit à l'école, ou soit sinon au permis de conduire lui-même. Et je suis d'accord, mais je vais t'expliquer pourquoi je suis d'accord. Parce que on a fait peser sur la balance les facteurs risques et bénéfices, et qu'on s'est dit qu'il y a plus de risques que de bénéfices de laisser l'autorisation de conduire en état d'alcoolémie. Or, moi, je veux bien qu'on parle d'interdire le voile. J'aimerais juste savoir si sur la balance, ça va vraiment faire peser dans le sens positif. Parce que interdire quelque chose, c'est pas sans conséquence. Il faut être vraiment sûr de pourquoi on le fait. C'est juste ça. C'est pour ça que moi je suis pas pour l'interdiction. Parce que moi, étant une femme, comme il l'a dit, très libertaire et puis qui s'assume, bah je t'avoue que pouvoir sortir avec un voile habillé de façon sexy par provocation, moi ça me fait marrer, ça me fait kiffer. Et si demain interdit, j'aurais plus le droit de le faire, et ça me ferait chier. Non mais alors attends, alors dans mon exemple, je précise moins de 18 ans pour l'interdiction. Ça, je te dis, ça je suis pas fixée, ça je sais pas. J'ai pas d'avis, j'ai pas encore d'avis, je sais pas, je cherche encore. Je sais pas si je suis pour, je sais pas si je suis contre. Je suis pas contre, mais je peux pas dire que je sois pour. Tu vois, c'est que je ne suis pas contre, j'irai pas voter contre. Mais je pourrais pas non plus voter pour. Je m'abstiens. Je suspends mon jugement pour l'instant. Voilà. D'accord. Voilà. Mais pour les adultes, je suis contre les interdictions de ce type-là. Parce que, pour moi, ça va permettre d'invisibiliser un problème. Et je le vois trop souvent. Oui, est-ce que l'islam sunnite dont vous parlez est là dans la pièce avec nous? Personne l'applique, donc pourquoi vous parlez de ça? Demain, on interdit le voile, on va parler du voile et de ce que ça symbolise, on va nous ressortir la même chose. Les gens du LFI et compagnie vont nous ressortir la même chose. Mais pourquoi vous en parlez? En France, on n'a plus le droit, c'est interdit, ce n'est pas un problème, c'est un non-problème, ce dont vous parlez. Et moi, ça me fait chier aussi. Je me dis, est-ce que c'est la bonne solution de mettre du lambris, d'invisibiliser pour nous, quand on va vouloir parler d'un problème qui existe, mais qui est invisibilisé, on va nous dire, bah non, vous avez fermé vos gueules, vous n'avez aucune raison de le faire, vous le faites juste par racisme, et voilà. Tu vois, ça aussi, j'y pense. Alors que les gens, là, ils voient qu'il y a un problème, effectivement. Il y a un problème alors qu'on est en 2025, qu'on est quand même dans un système progressiste, et de voir qu'il y a une recrudescence de confessions religieuses, que ce soit même catholique, même du côté catholique, il y a une recrudescence en ce moment. Ouais, mais c'est inquiétant, mais il faut le voir. Ouais, mais ce que j'ai envie de te dire, tu vois, là, le port du voile, par exemple, tu vois, là, j'ai un article sous les yeux, là, du JDD, donc là, c'est un article, voilà, là, oui, le grand jour. Là, c'est de mai 2024, là, qui nous dit, en disant, le port du voile par les femmes musulmanes en France a nettement augmenté. En une décennie, de 2009 à 2020, la proportion de femmes musulmanes portant le voile islamique a augmenté de 50%. Cette tendance est constatée parmi toutes les origines géographiques, aussi bien chez les femmes immigrées que chez les descendantes. Oui. Et si on s'était occupé déjà de traiter l'islam tel qu'on traitait le catholicisme, à cette époque-là, je sais pas si on aurait vu une aussi grosse hausse, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que interdire, c'est pas juste avouer qu'on a foiré pendant tout ce temps, et au lieu de reprendre le temps pour essayer de désamorcer tout ça d'une façon instructive et pédagogique, on veut interdire tout de suite. Et moi, ça me fait un peu peur. Mais toi, t'aimerais finalement la sensibiliser sur la religion de quelle manière? Parce que vu que tout à l'heure tu disais que t'étais pas forcément pour rentrer dans les textes à l'école, mais plutôt justement apporter des méthodes critiques, voilà. Mais par exemple par rapport au voile, toi t'aimerais sensibiliser les filles ou les femmes à quel moment en fait et de quelle manière? Médiatiquement.
que ce soit qu'on en parle, que ce soit dans les médias, que ce soit à la télé ou sur Internet, qu'il y ait des débats. Les débats, on en voit presque plus. À une époque, les débats politiques, c'était tous les jours, tous les week-ends, tout le temps à la télé, tu vois. Enfin, à une époque. Quand j'étais plus jeune, on va dire que c'était un peu plus courant. Là, aujourd'hui, il n'y a aucun débat politique sur la religion. Il n'y en avait pas non plus avant, je te rassure. Mais pourquoi on le fait pas? Alors, j'ai envie de te dire, là, ça commence un peu plus, je pense, peut-être sur CNews, ou même sur Le Figaro, etc. Eux, ils se permettent un peu, là, de parler des textes, entre guillemets, et de préciser que l'islam n'est pas compatible, etc. Mais ils rentrent pas forcément encore dans les textes vraiment, au niveau des versets. Qu'ils le fassent. Mais voilà. Moi, je sais que t'as Zemmour, là, par exemple, là, dernièrement, il a dit sur un plateau télé que l'islam n'était pas compatible avec la France. Il a également précisé que le judaïsme également n'était pas compatible avec la France. Et que, en fait, bon, en ce sens-là, il pouvait quand même y avoir des musulmans qui pouvaient quand même voter pour lui si jamais ils décidaient de mettre une grande partie de leur religion de côté, tu vois, justement pour que ça soit un peu plus compatible avec la France. Bien sûr. Mais tu vois, le discours de Zemmour, là, bah, il n'est pas encore audible. Pourquoi? Parce que derrière... Il rentre pas dans les textes et il donne pas de source, en fait. Bah, en fait, c'est que les gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Ouais, bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent, Zemmour. Là, c'est pour ça. Regarde, moi, normalement, je vais peut-être, je dis bien peut-être, entre guillemets, le voir au mois de juillet lors d'une conférence à voir. Et j'essaierai justement de lui en toucher deux mots, justement, par rapport à ça et de voir si, justement, il pourrait pas, des fois, citer quelques versets du Coran, justement, pour étayer un peu plus son discours et expliquer, justement, même aux journalistes, hein, d'ailleurs, qui, eux, peut-être ne le savent pas ou évitent, justement, cette question-là, justement, de rentrer un peu plus dans les textes, justement, pour étayer son discours et que ça soit un peu plus audible et compréhensible, voilà, pour tout le monde. Au moins qu'ils donnent des exemples, ouais. Ouais, voilà. Mais par exemple, toi, t'en penses quoi, toi, des journalistes justement qui donnent pas justement des exemples, justement quand par exemple, je sais pas, on a des problèmes justement avec l'islam et la laïcité en France, ou par exemple les actes terreau, ou par exemple là, les actes terreau là qu'on a eu en France. Toi, comment est-ce que t'expliques le fait que t'es aucun journaliste que ça soit sur le secteur public ou privé qui dénonce ce qui est marqué dans le Coran? Ils y connaissent rien. Parce qu'ils y connaissent rien. Ils y connaissent rien, tu vas pas faire croire qu'ils sont pas au courant. Attends, excuse-moi, enfin le métier de journaliste, c'est quand même d'aller investiguer et de faire des enquêtes. Ah non, mais dans l'ensemble, ils y connaissent vraiment rien. Attends, la majorité des musulmans qui sont censés lire le Coran, ils le lisent même pas. Alors, est-ce que tu penses que des journalistes, ils ont quelques... Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais non, mais je suis d'accord avec toi, mais il faut prendre ce que leurs potes leur disent. Point barre. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais sauf que le métier du journaliste, justement, c'est d'aller enquêter et d'aller investiguer. Donc, ça veut dire que si par exemple le journaliste, tu lui dis que le pull de la grand-mère il est rose, et ben normalement, il est censé se déplacer pour aller vérifier cette information-là, tu vois. Tu vois, normalement ils apprennent ça dans les écoles de journalisme, hein, normalement d'aller vérifier les sources et d'aller se renseigner sur les sujets, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, quand je vois par exemple des fois des reportages 66 minutes enquête, etc. là qui vont enquêter dans les familles sur tel et tel sujet de société, ils vont bien évidemment se renseigner, prendre des témoignages, etc. et prendre des sources. Je sais pas. Tu sais quoi? Peut-être que si la gauche, les médias de gauche étaient moins réticents à en parler, peut-être que les journalistes en parleraient plus. Parce que il y a aussi ça. Il y a aussi la cancel culture. Se faire qualifier de raciste ou de fasciste parce qu'on a osé parler de l'islam, tu vois. Donc peut-être que si les médias de gauche, il y en a certains qui commencent à s'y mettre, j'ai l'impression. Sud Radio qui n'est pas que de droite, il y a aussi des sections de gauche, ils en parlent un peu. Donc il faut laisser le temps, je pense. La gauche est plus réticente parce que elle a une convergence des luttes à essayer de gérer et elle commence à comprendre que c'est pas possible. Une fois qu'elle se sera pris la main, une fois qu'elle sera pris la barrière dans la gueule, peut-être qu'elle se comprendra que bon, on va lutter contre les idéologies sans faire de paternalisme. Peut-être que ça ira mieux. Et peut-être que les journalistes parleront un peu plus de ce qu'il y a dans l'islam sunnite et d'où vient justement ces attentats. Mais ce serait bien qu'effectivement une certaine gauche qui se dit et je le vois depuis quelques semaines qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent de gauche qui sont anti-religieux et qui commencent à se désolidariser de cette gauche un peu trop islamique ou cléricale. Tu vois? Donc déjà, il y a un changement qui se fait. Moi, je l'ai pas vu pendant des années, ça. Et là, depuis quelques semaines, je commence à le voir, que ce soit sur X ou sur TikTok. Mais tu parles de quoi, là? Tu parles de députés? Tu parles de qui, précisément? Non, là, je parle même pas de députés. Là, je parle vraiment des gens. Ah, ok, des gens qui, enfin, osent prendre la parole et ils n'ont plus peur de se faire traiter d'islamophobes.
Et ils sont de gauche. Parce que les gens de droite, ils ont pas peur. Mais les gens de gauche, enfin, il y en a qui ont peur. Mais les gens de gauche, c'est ce qui les retenait un peu. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui n'ont plus peur de dire fuck. Moi, je suis de gauche, je suis de la vraie gauche, je suis contre les religions à la base, venez pas me faire chier avec votre pays. Et qu'ils le disent. Alors qu'à une époque, c'était pas trop ça. Donc, chaque chose en son temps, je pense. Et à un moment donné, je pense, en tout cas, j'ai de bonnes raisons de penser qu'on y arrive. Je pense que la gauche comme la droite vont se reprendre en main ce sujet en disant, bah là, c'est la laïcité et les religions. Si dedans il y a quelque chose qui pue et qui va à l'encontre de la démocratie à la française, des droits de l'homme, etc., bah on va en parler. Et on va faire le même traitement pour toutes les religions. Ok. Et je pense que ça va arriver. Ça commence déjà. Parce que tu sais, ils voient bien, hein, ils sont pas cons, même à gauche, hein, les politiques, ils voient très bien que il y a le mouvement des apostats. Ils parlent pas du mouvement, mais ils savent qu'il est là. Ils suivent, t'inquiète pas, hein, ils sont au courant. Bah, c'est surtout, d'autant plus que Adèle Alexia, elle est passée sur CNews là il y a pas très longtemps. Donc elle a fait sa petite interview, etc. Donc justement, elle a expliqué qu'elle avait été apostat de l'islam, etc. Et le pourquoi du comment, ce qu'elle a critiqué un peu. Après, je sais qu'elle n'est pas forcément rentrée dans les textes. Elle a peut-être pas eu l'occasion, faudra lui demander, mais peut-être une prochaine fois, elle aura peut-être un peu plus l'occasion de rentrer sur le sujet. Ce serait bien. Ce serait bien, mais ça va arriver, ça va arriver. Déjà l'année dernière, regarde, il y avait aucun apostat à la télé. Hein. Là, on a eu Majidou Kacha, on a eu Adela, on a même des réformateurs comme Enda Ayat, c'est ça, qui est musulmane mais très réformatrice. On a des Ben le Patriote qui se font inviter aussi. Donc, il y a une critique de l'islam qui se fait. Ben le Patriote, là j'ai discuté tout à l'heure avec lui, là j'étais monté dans son live pour parler avec lui justement. Là par rapport à ce sujet-là, je lui ai dit, est-ce que, toi tu te considères patriote et en même temps tu dis que tu es musulman. Est-ce que tu trouves que ces deux notions sont compatibles ou pas? Pour lui, oui. Et après, quand j'ai discuté un peu avec lui des textes et de ce qui est marqué dans le Coran, lui citant 2-3 sourates, bon en fait, t'as le mec, il était complètement gêné, il voulait passer à autre chose et après il m'a fait descendre, tu vois. Donc je sais pas, tu vois. Enfin, pour lui, tu vois, quand je lui ai dit que le Coran appelle à combattre les mécréants, tu vois, pour lui, ça c'était une notion qui était complètement abstraite. Il en avait même pas conscience. Alors après, est-ce qu'il le savait vraiment ou est-ce qu'il a fait semblant de pas le savoir? Parce qu'après, je lui dis, mais attends, mais pour autant, toi, t'es déjà monté des fois, toi, dans les lives de Casus, Amir Apostat, de Jack Le Fou. Enfin, tu vois déjà de quoi il parle. Et après, il m'a fait, ouais, et tout, ouais, je vois à peu près. Mais finalement, après, il me dit qu'il n'était pas forcément au courant de tout ce qui a marqué. Il a certainement ses raisons. Je veux pas les supputer, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que des Ndaya ou des Ben le Patriote qui se disent musulmans, mais qui sont plus du côté réformateur, selon moi, en tout cas, on les invite de plus en plus, alors qu'à une époque, on les invitait pas. Et ce que je vois, en plus, c'est qu'en plus, on invite même des apostats qui défoncent l'islam dans tout son ensemble. Purée, déjà ça, tu vois, tu te dis, il y a une nouvelle perspective qui s'offre au débat public, qu'il n'y avait pas avant. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais regarde, est-ce que l'islam est réellement réformable? Je pense pas. L'islam sunnite, non. Ouais. L'islam sunnite, non, parce que l'islam sunnite, c'est plus l'islam sunnite si tu le réformes. Mais l'islam, la vision de l'islam, si, c'est totalement possible. Comme par exemple je crois que c'était le judaïsme gallican, je crois, ou bref, des religions qui ont été même le catholicisme, je sais plus, le protestantisme anglican, etc., où c'est des réformes du catholicisme à fond. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ce que tu oublies de dire, c'est que le catholicisme ou le christianisme, eux, ils ont un clergé, alors que l'islam, lui, n'a pas de clergé, puisque le Coran, ça se veut être la parole de Dieu lui-même. Donc, en fait, en quoi est-ce qu'on pourrait le réformer par rapport à ça? C'est pas possible. Allô? Je sais pas si c'est moi qui bug. Allô? Allô? Je t'entends plus. Wow. C'est quoi?